Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ça marche. Ok, vas-y. Ok. Bon, du coup, là, ça tourne. Ça tourne, hein? Rec là, et rec ici, c'est bon, 13 secondes. C'est bon? C'est bon. Alors, 3, 2, 1. Bon, du coup, Alain. 1, Ok. 2, 3. Allez, let's go. Du coup, Alain, Ouais. ça va, mon gars? Ça va, ça va, ça va, ça va. Comment tu trouves là l'environnement dans lequel on est là? En tout cas, vive Dubaï, hein? Vive je suis Dubaï. désolé, je pense que j'ai vendu mon âme. Tu sais ce qui m'a plu, frérot? Tout ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, c'est quelque chose que tu avais prévu des mois en avant. Tu dis, Exactement. bon, James, je vais arriver à Dubaï, amène-moi sur un yacht. Voilà. On fait un podcast sur un yacht. Et tu me disais ça, il faut qu'on fasse un podcast comme ça. Et franchement, je pense que c'est une bonne idée. Même moi, j'aurais pas eu l'idée, frérot. Ouais. Un podcast sur un yacht comme ça, c'est de la qualité. Du coup, Dubaï, finalement, frérot, là, pour donner un avis sincère. Sincèrement, mon avis est très positif, hein. Je pense que, comme l'a dit Oussama plusieurs fois, 100% de haters, 0% de déçus. Exactement. Quand tu travailles dur et que tu es à Dubaï, tu vois un peu l'environnement. Tu vois que c'est vraiment designé pour les entrepreneurs, pour les gens qui veulent charbonner, parce que ce n'est pas non plus gratuit. Ouais, c'est cher. Ça, c'est coûte cher. Ouais. Moi, j'étais venu pour la première fois à Dubaï en 2018. C'était pas aussi cher, mais là, les prix ont fait du x3. Mais tu sais quoi? Alors, comme dit Bouba, c'est plus cher aux eaux, mais c'est de la qualité. Exactement. Tu vois, moi, tu sais, j'ai pas beaucoup vécu à Paris. Oui. J'ai un peu vécu à Paris. Paris, c'est cher. Ouais. Mais pour ce que tu payes, tu ne reçois pas en retour. Je t'explique. Dubaï, tu payes ton loyer à 3 000 € par mois, mais tu as quand même une belle vue. Tu as une belle vue, tu as la piscine. Et Paris, tu payes 3 000 € par mois, tu as quand même un truc claqué au sol. Tu vois? Donc, tu payes ici cher à Dubaï, mais les services sont au rendez-vous. Les services sont au rendez-vous, ça c'est vrai. Donc, les services sont au rendez-vous. Tu sais, pour te donner moi un exemple, j'avais eu plusieurs options d'expatriation. Ouais. Il y a le Panama, il y a Hong Kong, comme on a dit. Tu es déjà allé à Hong Kong? Ouais, plusieurs fois. Je suis allé à Hong Kong plusieurs fois. Est-ce que tu penses que Hong Kong, c'est un endroit où on peut vivre à l'année, par exemple? Non, déjà, Hong Kong, c'est un concentré. Tu vois, c'est vraiment un concentré de buildings. Ouais. C'est très petit. Dubaï aussi, il y a des buildings. Oui, mais c'est vraiment un quartier Hong Kong, tu vois. C'est très petit, c'est très serré. Beaucoup plus petit que Dubaï. Beaucoup plus petit que Dubaï, tu vois, Hong Kong. Et sincèrement, c'est cher pour rien. Tu n'as pas le service qui va avec. C'est ça, en fait. C'est ça en fait, parce que c'est ça aussi Dubaï. Je te donne un exemple simple. Hein. Tu vas dans n'importe quel building, à peu près n'importe où. Tu veux garer ta voiture, un valet qui vient. Il t'ouvre la porte, il prend tes trucs, il prend ta voiture, tu vas te la déposer. C'est un coût, mais les parkings aussi sont payants à Paris. Exactement. Hein. Et en plus, ici, ça te coûte combien? 50 dirhams. Ça fait, disons, 12 €. Tu vois, et c'est le temps que tu veux. C'est ça en fait, c'est cher, mais il y a les services qui sont en retour. Du coup, moi en fait, quand j'ai eu plusieurs options d'expatriation, Panama, Hong Kong, on m'a aussi dit quoi? Déjà pour s'expatrier dans certains pays, il faut un avocat. Ouais, il faut un avocat. À Dubaï, pas besoin. Pas besoin, ouais. Tu viens sur place, tu prends une société qui crée des entreprises, tu payes ton argent et tu as ton entreprise. Tu vois, moi à l'époque, j'avais créé, on avait payé 10 000 € avec un pote, 5 000 € chacun. Et on a eu l'entreprise, en un mois c'est bouclé, tu vois. C'est très simple en fait l'expatriation à Dubaï. Et une fois que tu es installé, regarde, honnêtement, regarde la qualité de vie. Il y a des gens qui disent que l'air est pollué à Dubaï, je pense pas que c'est vrai, les amis. Là, Non, je pense que c'est bien, tu vois. De toute façon, à la limite, on s'en fout, quoi. Non, mais est-ce que l'air n'est pas pollué dans le monde? L'air n'est pas pollué aujourd'hui dans le monde, tu vois. Et je pense que, tu vois, je pense qu'en France, en fait, Dubaï vraiment bénéficie d'une mauvaise presse, en fait. Et tu penses que c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Déjà, je pense déjà, en fait, il y a plusieurs vecteurs. Déjà, quand on parle d'argent en France, t'es dans la merde. Quand tu gagnes de l'argent en France, tu es un escroc. Donc il y a déjà ce vecteur-là qui est présent en France. La deuxième chose, c'est un peu cette jalousie que les gens ont de se dire que voilà, on a des jeunes qui ont 18, 20, 22, 24 et qui vivent une vie de rêve en fait. Et ça crée ce petit côté un peu jalousie que les gens ont en fait vis-à-vis de Dubaï. Troisième vecteur pour moi, c'est un peu les escrocs. Parce qu'il faut aussi dire quand même qu'il y a beaucoup de gens qui font des activités cheloues et viennent se cacher à Dubaï. Parce que derrière, ils se disent qu'ils sont en sécurité à Dubaï, ils vont pas... Bon, aujourd'hui, c'est plus la vérité. Hein. Si tu fais quelque chose, on te déporte rapidement la vue avec... ou que tu sois en avion avec pas mal d'influenceurs qu'on a déportés. Ils sont allés en prison. On a ce vecteur quand même qui fait qu'il y a cette mauvaise presse qu'il y a à Dubaï. Dernier, c'est les Arabes. C'est quand même un pays que les Arabes ont construit. Du coup, vu que c'est pas européen, casse un peu avec
le truc de terrorisme, de toutes les associations qu'on peut faire sur les Arabes en fait. Et ça casse un peu ce délire qui fait un peu chier quelque part, tu vois. Je pense qu'il y a tous ces facteurs qui font que en vrai, les gens ne sont pas trop contents. Niveau qualité de vie, moi je valide. Tu sais, moi j'ai fait beaucoup de pays et je ne me vois pas vivre dans un autre pays que Dubaï en fait, tu vois. Bah ouais, je suis allé à plein d'endroits et Dubaï, c'est, en tout cas pour résidence principale, c'est Dubaï. Après, je peux toujours voyager, mais la base, ça doit être ici en fait. Après, c'est qualitatif. Pour moi, c'est un peu plus mitigé. C'est vrai que c'est fou, mais après, je me dis, est-ce que... Tu veux pas faire de Dubaï ta base? Ouais, c'est pas sûr. Non, je ne pense pas. C'est vraiment cool, l'environnement est magnifique, il y a beaucoup d'activités, il y a un gros réseau d'entrepreneurs. Ça, c'est vrai, de francophones en plus, j'ai rencontré Yomi, j'ai rencontré Antoine Blanco, j'ai pas vu Oussama parce qu'il n'était pas là. Je pense que j'ai rencontré Alec Henry. Alec Henry aussi, ouais. Tu rencontres à peu près tout le monde ici à Dubaï, tu vois. Il y a un très bon réseau. Il y a un très bon réseau par rapport à ça. Mais de la même manière, le seul endroit où moi je me sens vraiment libre ou à l'aise, c'est quand je suis en Afrique. Quand je suis à Lomé, quand je suis au Bénin. Et aussi, il faut dire que moi j'ai vécu comme un bon moment. Quand tu es venu en France à 17 ans, moi je suis venu en France à 20 ans, où j'avais déjà une expérience toute ma vie, j'avais déjà développé des amitiés solides en Afrique, qui fait que quand je vais au pays, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise que Dubaï. Du coup, toi tu veux faire de ta base l'Afrique et voyager. Là, je peux venir à Dubaï, etc. Tu vois. Et surtout, deuxième point, c'est aussi si tu as des enfants, est-ce que tu te vois vraiment vivre avec tes enfants avec des enfants? Moi, j'ai des potes qui ont des enfants ici. Par exemple, Dave PLD, tu connais. Avec sa femme, ils se sont installés ici. Ils ont des enfants qui vont à l'école française, etc. Donc, moi, c'est quelque chose que je me verrais faire, par exemple. Tu vois. Ok, d'accord. Du coup, tu sais, aujourd'hui, on va aussi parler de business, Alain. Un business que les gens, tout le monde fait, mais personne n'en parle. Devine. Un business que tout le monde fait, mais personne n'en parle. Yomi il le fait, tout le monde, tu le fais, je le fais, mais c'est un business dont très peu de personnes en parlent. Et moi, je pense qu'on devait mettre un peu plus de transparence dessus parce que c'est un business comme un autre. Par exemple, c'est la vente de formation et de coaching. Tu penses qu'aujourd'hui, toi, c'est une grosse partie peut-être de tes revenus et est-ce que toi, tu es transparent dessus? Parce qu'il y a des gens qui posent la question, Alain, ou bien ils me disent, James, si tu gagnes autant d'argent, pourquoi est-ce que tu vends des formations? Moi, j'ai ma réponse pour ça. Et toi, en premier, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu réponds à ce genre de personnes? Moi, personnellement, c'est déjà... j'ai déjà même fait tout un podcast sur ça, sur la vente de formation. Est-ce que... pourquoi quand tu gagnes de l'argent, tu te sens obligé de vouloir vendre des formations, etc. Il y a tellement de réponses par rapport à ça. Moi, je n'ai aucun complexe par rapport à ça. D'accord. Et aujourd'hui, la vente de formation, je ne suis pas le plus gros marketeur. On en a parlé plusieurs fois ici. La vente de formation n'est pas la plus grosse source de revenus. On fait quoi? 10-15 cas par mois par rapport à ça. Ce n'est pas encore le truc le plus fou. Donc, l'e-com continue à rester mon activité principale. D'accord. Jusqu'à présent. Voilà. Les autres sont mes activités secondaires parce que je n'ai pas un très bon marketing, il faut l'avouer. Mais ça, on va changer. Sur les formations. Sur les formations. Ça, on va changer. J'y travaille. Tu veux pousser beaucoup plus par rapport à ça, d'accord, pour atteindre un certain niveau de revenus. Maintenant, pour revenir à la question de base, aujourd'hui, je pense que si tu as une connaissance, surtout dans ce que nous faisons aujourd'hui, qui sont des activités qui ne s'enseignent pas à l'université. C'est vrai. Qui sont des activités qui sont totalement différentes du courant actuel, d'accord. C'est important d'enseigner ça aux autres parce que nous aussi, c'est parce qu'on a vu des gens le faire qu'on est rentré dedans. C'est parce qu'on a vu des gens qui étaient en Thaïlande, qui étaient à Bali. Et je me suis dit, mais attends, mais comment il a pu faire ça? Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur à la base. J'ai fait un bac plus 7. J'ai fait un BTS d'abord. Je suis venu en France, j'ai repris pour faire un bac plus 5 pour devenir ingénieur, etc. Et aujourd'hui, je me dis, mon diplôme m'a servi à quoi? J'ai eu l'impression d'avoir perdu 7 ans de ma vie, en fait. Tu vois? Donc, et c'est par hasard que je tombe sur un gars sur Internet qui te dit que moi, je vais t'apprendre comment tu veux gagner de l'argent, je vais t'apprendre comment avoir une vie sur mesure. Tu vois? Et je pense que c'est important d'enseigner ce qu'on fait. Tu vois? Et il y a même un Américain qui dit que si tu as une compétence, tu as le droit, tu as même l'obligation de l'enseigner. L'obligation, le droit de l'enseigner et l'obligation de te faire payer pour ça. Ok. Tu vois, parce que les gens n'accordent pas de la valeur à quelque chose qui est gratuit. Tu sais, ça c'est aussi quelque chose. Les gens disent, James, si ton but c'est d'aider les gens, pourquoi est-ce que tu le vends alors? Pourquoi est-ce que c'est payant? Et là, Sam Momens, il a répondu, c'est quand la dernière fois que tu as accordé de la valeur à quelque chose qui est gratuit. Mais moi, je vais te donner encore une autre réponse par rapport à ça. Quand moi je suis venu sur YouTube de 2019 à 2021, je donnais des coachings gratuits.
Ok. Pendant 2 ans, j'ai aidé les gens vraiment gratuitement. Moi aussi, j'ai aidé pas mal de je personnes faisais des appels gratuits, je faisais des choses gratuites. J'en ai fait aussi plein de potes, etc. Ouais. Quand tu fais des trucs gratuits, à un moment donné, il faut savoir que ce qu'on valorise, ce n'est pas le fait de facturer de l'argent, c'est de facturer le temps. Okay. Bill Gates vaut 100 milliards, tu l'invites à une conférence, 40 minutes, c'est 400 000 $. 400 000 $, ok. D'accord. Pourtant, est-ce que Bill Gates a besoin de 400 000 $? Non. Il n'a pas besoin. C'est juste parce qu'il prend son temps pour venir à ta conférence. Exactement, il prend son temps et surtout, il prend sa connaissance. L'information qu'il a, et tu sais que cette information-là sera rentabilisée. Au-delà de ça, quand on vend des formations, mais regarde, on fait j'ai plus de 450 vidéos YouTube sur ma chaîne. Gratuitement. Gratuit. Personne ne t'a payé pour les poster. On va pas payer pour ça. Même YouTube me donne combien? 200 €, 300 €, moi je gagne rien sur YouTube. Tu vois, 200, 300 €, tu ne gagnes pas grand-chose sur YouTube. C'est maintenant que je suis en train de pousser pour avoir quand même des revenus via YouTube. Parce que quand même, faire une vidéo, regarde, on a loué un bateau ici. Près de 1000 €, d'accord? Pour faire un podcast qui soit gratuit sur YouTube. Ouais, c'est vrai, personne ne paye pour ça. Personne n'a payé pour ça. Pour apporter de la valeur, personne n'a payé pour ça, on est d'accord? Donc il y a pas mal de choses qui sont déjà payantes à notre niveau. La caméra que j'utilise vaut 2300 €. Ta caméra vaut 4000 €. Tu vois, on est obligé de prendre des micros. Le micro ici, DJI, c'est 250 €. Donc il y a pas mal de choses que nous mettons en place. Tu sais, niveau de qualité moi quand même, après, même si c'est gratuit. J'ai une autre réponse par rapport à ça. Tu sais, moi quand je me suis lancé dans le business, c'est quelqu'un qui m'a permis de me lancer. Et je me pose toujours cette question jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que je serais si cette personne-là n'avait pas fait sa formation? Exactement. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui doutent que les formations en ligne, ça marche. Mais moi, je vous dis honnêtement, la main sur le cœur, ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, c'est la formation de... Moi, je donne son nom de Yomi, je donne son nom, tu vois. S'il n'avait pas fait sa formation, sa putain de formation, bah, j'en serais pas là. Voilà, moi, pareil. Du coup, et aussi, il y a quelque chose qui m'énerve. Quand j'étais à Brest et qu'il n'y a rien qui allait, ce qui m'énerve, en fait, c'est les gens qui te montrent qu'ils ont de l'argent. Ils te montrent sur les réseaux, ils étalent leur fortune sous ton nez, mais ils ne te disent pas comment est-ce qu'ils font cet argent. Ce genre de personnes, frérot, ça me tape sur le système. Et du coup, je me suis promis, le jour où j'aurai un moyen de gagner de l'argent, je ne vais pas être le mec qui montre « Ah, regardez tout le monde, regardez, je suis riche », mais je ne vous montre pas comment je suis devenu riche. Tu vois, c'est pour ça que je me suis dit, si un jour j'apprends à gagner de l'argent, je vais partager. Je ne veux pas être ce gars-là qui montre qu'il est riche, mais qui ne montre pas comment est-ce qu'il est devenu riche. Tu vois, il y a ça aussi qui compte. Exactement, non, je pense que c'est... Comment je vais dire, c'est important de le souligner quand même. Même moi, par rapport aux formations, c'est parce que je suis tombé à l'époque. Bon, moi, c'était en 2013. C'est quand je viens en France en 2012, en 2013, que je tombe sur des vidéos de gens comme Antoine BM, Olivier Roland, Cédric Anissette, et que je découvre l'univers du business en ligne. Et surtout, je me dis, il y a une autre vie qui existe. Pour moi, vraiment, c'est comme la matrice. En fait, quand on te dit, voici la pilule rouge. Toi, tu étais salarié. Voici la pilule bleue. Moi, j'étais salarié pendant des années. J'ai travaillé dans des entreprises. Et tu tombes sur ces gens-là où on te dit, il y a une autre vie qui existe. Et pour moi, c'est vraiment comme la matrice en fait. Tu vois. Et là, il faut aller chercher maintenant la faille de la matrice. Exactement. Tu vois. Comment trouver le cheat code dans la matrice en fait. Tu vois. Il faut trouver cette faille-là. Et c'est sur ça que moi, je me suis dit, j'ai envie de mener cette vie-là. C'est aussi simple que ça. J'ai envie de mener cette vie-là. Et toi, frérot, il y a un truc que je ne t'avais pas demandé. Ton premier succès, tu l'avais eu à quel âge? À 27 ans. À 27 ans? À 27 ans. 27, du coup, oui, 27 ans. Quel sentiment ça fait quand tu as 27 ans, tu vois, et tu vois des gamins de 19 ans poster des trucs de 50 ans? Moi, je l'ai dit. Tu l'as eu, ce sentiment? Oui, mais moi, l'une des choses qui a fait que je n'ai pas ce que j'ai dit, j'ai commencé le business. Je découvre le business en ligne en 2013. Je me lance en 2014 avec le marketing de réseau, en 2014. Et j'ai mon premier succès en 2019, en juillet ou 2019. Donc, c'est 5 ans après. 5 ans après. J'ai même plus de 5 ans parce que je découvre le marketing de réseau en mars 2014. J'oublie même pas. Donc c'est plus de 5 ans après que je découvre, j'ai mon premier succès et tout. Et l'une des choses, et je le dis souvent aussi dans certaines vidéos, c'est que je suis dans un groupe Facebook avec Shopify Ninja, un truc comme ça, ou Shopify Warrior, c'est un groupe Facebook. Et les gens galèrent, tout le monde galère un peu, tu sais, c'est pas facile. Et tout le monde pose des questions. Et il y a un petit, il a 17 ans, il fait un long post, tu vois. Et dans le post qu'il fait dans le groupe Facebook, il fait les screenshots des premiers messages qu'il postait il y avait un an. Il posait des questions, il fait tout le post, donc il structure bien son post. Et il met à la fin une dernière image, aujourd'hui, 70 000 $. Today, le petit a 17 ans. Et moi j'ai 27 ans, je me dis, il y a un problème.
Je dis, mais attends, mais soit je suis con, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tout ça, ça te réveille, tu vois. Moi, ça me réveille. Je dis, non, il ne faut pas que j'abandonne ce truc-là. Parce que je ne peux pas accepter qu'un petit 17 ans fasse son 10K. Et toi, tu es là avec ton boulot. Et surtout, c'est un boulot où je gagne 2300 € net. Il y a aussi un truc, frérot. Il y a certaines personnes qui pensent que le business en ligne, c'est pour les jeunes, c'est pour les gamins. Tu vois, j'en ai vu comme ça, c'est souvent des pères de famille, des mères de famille qui se disent, bon, James, est-ce que moi aussi je peux le faire? Parce que quand je vois dans tes témoignages, souvent on voit des gamins, des jeunes, est-ce que je peux le faire? Selon toi, qu'est-ce qui cause cette façon de penser là où les gens se disent, c'est peut-être pas fait pour moi, je suis trop vieux pour ça, qu'est-ce que tu penses? Le business en ligne, tout le monde peut le faire à n'importe quel âge. D'accord? Il n'y a pas que l'e-commerce, il y a le copywriting, il y a le consulting aussi comme business. Il y a tellement de business en ligne, il faut juste savoir, et tout marche. Il faut juste savoir ce qui, le business avec lequel tu auras le plus d'affinité si tu veux. Tu vois? Donc c'est ça en fait. Le truc en fait, c'est que ceux qui n'ont rien à perdre, souvent c'est les jeunes. C'est exact. C'est pour ça en fait qu'ils se lancent avec beaucoup plus d'énergie. Avec beaucoup plus d'énergie, tu vois? Quand tu es un père de famille, où tu as des enfants, tu as une famille, tu réfléchis autrement. Parce que tu dois prendre en compte tout ça en fait. Tu ne peux pas avoir la même niaque, tu vois, qu'un jeun de 17, 18, 19, 20 ans qui n'a rien à perdre. Tu ne peux pas en fait. Donc c'est tout à fait normal que les adultes, les gens de plus de 40 ans ou de 50 ans ont beaucoup plus de doutes, tu vois, et se disent que putain, est-ce que c'est fait pour moi? Et aussi, tu sais, on le dit souvent, quand tu veux changer le monde, change le monde quand tu es célibataire. Parce que si tu es marié, tu ne peux pas changer la chaîne de télé. Tu ne peux même pas changer la chaîne de télé. C'est pas là que tu vas commencer par changer le monde. Voilà, mais en vrai, c'est toujours possible, tu vois. Non, c'est possible. Moi, j'ai eu des gens de 60 ans en coaching. Même, je peux te le dire, il y a une question que tu me poses souvent. Pourquoi je suis beaucoup focus sur les Africains, sur l'Afrique? Tu vois. Et si tu regardes mes premières vidéos en 2020, j'étais un peu généraliste. Je parlais un peu à tout le monde, etc. Et j'ai vu en fait que ceux qui me faisaient confiance, ceux qui achetaient mes informations, ceux qui me contactaient, c'était les Africains d'Afrique ou de la diaspora. À 95%. Donc j'ai switché un peu mon message pour que mon message soit cohérent par rapport à ceux qui achètent chez moi. On dit le marketing, c'est la discrimination. Tu élimines les gens qui ne sont pas intéressés et tu te concentres sur les gens qui sont intéressés. Deuxième chose aussi, ceux qui s'identifient à moi. À ton histoire. À mon histoire. Ça va être difficile pour un blanc de s'identifier réellement à Alain Semevo. Et je peux te dire, tous les blancs que j'ai eu en coaching réellement, à 95%. Ils sont en couple avec des noirs? Pas du tout. C'est des blédards. C'est des Roumains qui sont venus en France. C'est des Russes qui sont venus en France. Tu vois, c'est tous les gens qui s'identifient en se disant qu'Alain a quitté son pays, il est venu en France. Et il a pu le faire. Et il a pu le faire. Moi aussi, j'ai quitté l'Ukraine, moi-même j'ai quitté. Et ils s'identifient par rapport à ça en fait. Tu vois. Donc, ce que j'ai remarqué aussi, même les Noirs qui sont nés en France ne prennent pas de formation chez moi. J'en ai eu très peu qui prennent des formations chez moi. Donc, à partir de ce moment où tu connais ta cible, tu connais ton avatar, ça ne sert à rien de parler à tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne parle pas à tout le monde. Mais il y a des gens qui, dans mon discours, résonnent avec eux, tu vois, qui résonnent pour eux et ils se disent que bon, même si Alain, il est africain, même si il vient du bled, même si son discours résonne avec moi, je vais travailler avec lui. Franchement, ça c'est intéressant. Et il y a aussi un sujet que j'aimerais aborder, c'est par rapport à la Chine. Et toi aujourd'hui, frérot, je pense que tu es devenu un spécialiste de la Chine un peu sur YouTube. Et je t'encourage vraiment sur cette voie-là. Vraiment bombarde sur la Chine autant que tu peux. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement en Chine? Parce que souvent, je vois tes vidéos, tu es souvent en Chine, tu montes des usines, tu montes des produits. Alors, c'est quoi tout ce business-là autour de la Chine? Qu'est-ce que tu fais concrètement et qu'est-ce que tu essaies de montrer aux gens à travers tes voyages en Chine? Non, en fait, le truc avec la Chine est venu vraiment par hasard. Sérieux? C'est pas quelque chose que... Je suis parti en Chine en 2014. J'avais une amie qui était en Chine, avec qui je suis allé à l'école. Elle m'a ajouté sur Facebook. Et je vois qu'elle est en Chine. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous en Chine? Pour moi, à l'époque, la Chine, c'était Jackie Chan, c'était Jet Li. Je ne connaissais absolument rien sur la Chine. Vraiment, c'était Jackie Chan, c'était Jet Li. Pour moi, la Chine, tu vois. C'était tout. Parce qu'à l'époque, comme beaucoup de personnes, je pense, on était intéressés par Naruto, par Dragon Ball Z. Donc, c'était le Japon. C'était le Japon, le rêve. Et même, je me rappelle, mon école d'ingé donnait des cours de japonais. Je m'étais même inscrit à ces cours de japonais à l'école d'ingé. Tu vois, donc, pour moi, c'était le Japon. Tu vois, je rêvais d'aller au Japon, etc. Tu vois. Et cette copine-là me dit, Alain, je suis en Chine, pas si tu veux. Tu vois, il y a pas mal de Béninois aussi ici et tout. Et donc, c'est comme ça. Je ne sais pas, comme ça, je me dis, ok, vas-y, je vais aller en Chine. Et je me retrouve en Chine en 2014. C'était quoi l'objectif? Juste pour visiter? Juste pour visiter. Oui, voir mes amis. Tu vois, c'est des amis d'enfance, etc. pour visiter, tu vois. Donc, on se retrouve là-bas.
en Chine et je kiffe. Parce que déjà en 2014, tu avais déjà des motos électriques, tu avais les buildings. Souvent je dis, Dubaï, tu vois tout ce qu'on a là. En Chine, c'est un village ça. Tu vas n'importe où en Chine, tu as ça. N'importe quelle ville. N'importe quelle ville en Chine, ça t'as tout ça. Mais qu'est-ce que la Chine a de moins que Dubaï? Peut-être le service. Les services. Les services. Okay. Mais niveau architecture? Oh non, ils ont niqué. Même Dubaï, eux-mêmes ils savent, ils ne peuvent pas tester. Niveau architecture, ils ont envoyé là-bas trop haute. Tu vois. Niveau techno, etc. Tu vois. Donc, pour moi, en fait, moi je kiffe la Chine. Et quand je reviens de Chine, je me dis, il faut que j'apprenne le chinois. Parce que déjà, ce qui m'a choqué, c'est de voir des Noirs parler chinois. Des Blancs parler chinois. Parce que pour moi, il n'y a que les Chinois qui peuvent parler chinois dans le monde. Non, mais sérieux, pour moi, c'est qu'il n'y a que les Chinois. C'est une langue très compliquée, c'est des caractères. Et ce qui est bizarre, parce que le japonais utilise des caractères chinois. Mais en même temps, le japonais, pour moi, c'était cohérent. Ça paraissait un peu plus simple. Alors que le japonais est difficile plus que le chinois. Bon, ça, je sais pas. Quand tu connais, tu comprends que le japonais est trop difficile plus que le chinois, tu vois, à apprendre. Tu vois, du coup, je me dis, ok, je vais apprendre. Et c'est comme ça que 2015, je me dis, résolution de l'année, je vais apprendre le chinois. Et j'ai même un de mes amis qui est même là, qui se cache là, qui est même là ici. C'est lui qui paye le cours, parce que c'était 250 €, j'ai même pas 250 €. Donc c'est lui qui me fait le prêt pour que je paye le cours de chinois. Ah ouais. C'est pourquoi il réclame ses intérêts maintenant. Il réclame ses commissions. Tu vois, c'est lui qui paye le cours en fait. Et pour moi, c'était un objectif. Je me dis, je vais prendre 1 an pour apprendre la langue, on ne va pas lâcher. Et je pense que ça a été l'une des premières choses que je réussis vraiment. A dit vraiment le fait de se donner un objectif pour toi. Et que tu ne lâches pas. Tu vois. Et c'est là, je lâche pas, je tiens tous les jours, j'apprends le chinois 2 heures par jour. Je prends une formation en ligne de quelqu'un qui s'appelle Cédric Beau. Je charbonne dessus et en 1 an, je passe les examens. Niveau 4, ça a dit 1500 caractères, chinois connu par cœur, etc. etc. Et c'est quand je rentre dans ça, que je découvre AliExpress, je découvre Taobao, je découvre un 688 à l'époque. Mais là, tu ne connaissais pas encore le dropshipping? Je ne connaissais pas encore le dropshipping. C'est en 2016 que je tombe sur un webinaire d'un gars qui s'appelle Sébastien Cerise et qui parle de dropshipping. Moi, ça me parle en même temps parce que je connais la Chine. Tu es déjà allé en Chine, Et du coup, pour moi, c'est normal. Je me dis, ok, ce business-là, je vais le faire. Parce que je connaissais déjà la Chine, etc. etc. Tu vois. Donc, c'est un peu comme ça que la Chine vient. Et pour enclencher, en fait, sur... le business que je fais aujourd'hui avec la Chine, c'est vraiment par hasard. C'est-à-dire que je vais en Chine, je me dis je vais faire des vlogs. Et l'une des choses que moi j'ai compris avec la Chine depuis des années, c'est que quand tu es en Chine, tu as cette facilité à visiter les entreprises. Il y a pas de, c'est pas comme à Dubaï où dit caméra not allowed partout, on ne peut pas filmer. Non, déjà les Chinois, ils peuvent même pas dire ça. Ils ont 1000 caméras pour une personne. Donc déjà, filmer comme vous voulez. C'est la norme en fait. C'est la norme, donc tout le monde se filme et tout. Il n'y a pas de secret industriel comme on fait souvent en France. Il y a des secrets industriels, mais dans la plupart des cas, quand même, les Chinois font truc là quoi, te laissent filmer en fait. C'est pas un problème pour eux. Tu vas dans les usines, après s'il y a des choses, des top secrets qu'ils ne veulent pas, ils vont te le dire, bon, ne filme pas cette partie, mais tu peux filmer mais ne mets pas en ligne. Nous on est parti voir des entreprises, chinoises qui sont des entreprises d'État. Tu vois, des Chinois, des trucs gouvernementaux et tout, top secret, top niveau qu'on a filmé sur téléphone, même si je ne l'ai pas posté sur YouTube, mais comment on a filmé. Tu vois. Du coup, c'est quoi le message que tu essaies de transmettre en partageant tout ce que tu fais en Chine? Non, pour moi en fait, c'est que quand tu viens en Chine et que tu vois les usines, tu visites les usines, tu vois les prix, tu te dis que mais pourquoi les Africains viennent à Dubaï pour acheter? Ben ça c'est complètement débile en fait, parce que Dubaï il n'y a pas d'industrie. Il n'y a pas d'industrie à Dubaï. Du coup quelqu'un qui me dit ouais je vais acheter à Dubaï pour aller vendre, mais il faut aller là où on fabrique les choses parce que ce qu'il y a à Dubaï c'est fabriqué en Chine. C'est fabriqué en Chine. Du coup il faut aller directement à la source. Donc, du coup moi c'est ça en fait qui me dérangeait un peu. Mais pourquoi d'où vient cette idée en fait? Non, c'est parce que Dubaï a un bon marketing. Et aussi il faut le dire, les trucs sont pas chers à Dubaï. Tu vois? Mais ils achètent aussi en Chine. Ils achètent en Chine, mais eux vont acheter tellement en gros qu'ils auront des prix très bas. Parce que quand tu vas sur AliExpress, Alibaba, tu vois, on te dit si vous achetez un, c'est 50 €, vous achetez 10 000, c'est 20 €. Ouais, c'est ça. L'unité. Tu vois? Donc Dubaï, je pense qu'eux capitalisent dessus, ils vont acheter, c'est pas, peut-être pour 1 million, ils vont avoir le truc à 10 € pas cher, ils pourront venir le mettre ici. Peut-être il y a aussi le billet qui compte, bon, ça compte pas, parce que si tu vas acheter des trucs pour plusieurs millions, le billet ça compte pas. Tu vois. Le billet ça compte pas, mais il ne faut pas oublier aussi qu'à Dubaï, il n'y a pas beaucoup d'imposition sur les coûts. Donc, il n'y a pas du tout en fait. Il n'y a pas du tout d'imposition, donc du coup, ça revient quand même très très bas. Tu vois, donc c'est ça aussi qui fait que Dubaï a un très bon marketing vis-à-vis de ça. Deuxième chose aussi, c'est aussi parce que les Africains ne connaissent pas la Chine. Tu vois, tout ce qu'ils savent de la Chine, c'est que
c'est des produits de mauvaise qualité, c'est du TOC, c'est pas intéressant. C'est même plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, les produits, c'est de la qualité. Exactement, tout est fabriqué en Chine aujourd'hui. Ouais. Tu vois, même l'iPhone est fait en Chine. C'est ça, je dis souvent, c'est l'exemple que je donne aux gens. Même tu vois. L'iPhone qui est l'archétype de la qualité. Même ça, c'est fait en Chine. Du coup, tu me sors plus l'argument de en Chine, il n'y a pas de produits de qualité. Tu vois. Exactement. Tout est fait en Chine. Tout est fait en Chine. Qu'est-ce qui n'est pas fait en Chine? Qu'est-ce qui n'est pas fait en Chine? Et tu sais, hier, je regardais une blague d'un mec qui disait quand les Chinois voyagent dans le monde, par exemple, ils viennent à Paris, ils veulent acheter des souvenirs et ils rentrent chez eux et se rendent compte que le souvenir qu'ils ont acheté à Paris, c'est made in China. Made in China aussi, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi, ça me tue à chaque fois que je vois des amis chinois qui viennent acheter des tours Eiffel, des statues de la tour Eiffel à Paris. Sous la tour Eiffel, alors que c'est fabriqué en Chine. Alors que c'est fabriqué chez eux, tu vois. Mais bon, voilà, c'est le marketing. Donc, je pense que Dubaï a un très bon marketing. Et aussi, il y a aussi la Turquie qui a un très bon marketing aussi, où beaucoup d'Africains iront acheter des produits en Turquie, tu vois. Donc, nous, on voulait un peu éviter ça. Et on voulait montrer les vrais prix aux Africains et surtout la qualité, parce que souvent quand on entend parler de la Chine, on entend toujours parler de la mauvaise qualité. Et nous, on voulait montrer cette bonne qualité. Et quand tu montes les usines, sur le terrain, ça se voit que c'est de la qualité. Le fait d'aller dans les usines, de faire des partenariats. Et aujourd'hui, on a pas mal d'hommes d'affaires qui nous contactent même, qui veulent venir en Chine avec nous, qu'on les accompagne. C'est comme ça, vraiment sur des vidéos YouTube comme ça, que l'idée m'est venue de sortir un programme pour apprendre aux gens, parce que j'ai vu qu'il y avait un vrai désert en fait. Sur le fait de à part toi, je connais personne qui parle de la Chine activement sur YouTube. Non, il y a sur le marché anglophone, mais pas beaucoup non plus. Peut-être sur le marché anglophone. Pas beaucoup non plus. Sur le marché francophone, en fait, il faut comprendre aussi que les Africains ont cette mentalité où, quand je connais quelque chose qui marche, je ne vais pas le dire. Quand je sais que ça marche, je ne pense pas que ce soit que les Africains, il y a plein de personnes qui ont cette mentalité. Surtout en Afrique. Moi, je le remarque beaucoup. Je vais te donner un exemple simple. Pourquoi je dis surtout en Afrique? Je regarde chez les Blancs. Presque tous les milliardaires ont écrit un bouquin. Dis-moi un milliardaire africain qui a écrit un bouquin. Qui a expliqué sa réussite? Qui a expliqué comment il a fait? Combien de documentaires on a eu sur nos milliardaires africains, même sur Dangote, où on l'a suivi pendant des jours. Les documentaires sur Bill Gates, on a fait des films. Pourtant, ils ne sont pas morts, hein? Ils sont encore vivants, mais on a fait des films, on a écrit au moins 10 bouquins sur eux. Ce n'est pas peut-être parce qu'il n'y a personne qui leur propose des documentaires. Non, je pense aussi qu'il y a ce volet. Moi, je suis persuadé que c'est ça. Parce que nous, on fait des vlogs en Afrique. Ouais. Souvent, on appelle les entrepreneurs. Il faut essayer de les capter. Je tombe sur des entrepreneurs très intéressants, mais qui refusent. Ah non, moi, je ne veux pas me montrer sur YouTube. Je n'ai pas envie de faire telle chose. Je n'ai pas envie de faire telle chose. C'est des choses que nous on rencontre sur le terrain. Alors que je tombe sur des gens qui ont des histoires passionnantes, qui peuvent motiver les gens. Tu vois? Mais ils refusent de l'afficher, tu vois. Donc il faut beaucoup travailler. Aujourd'hui, on a vu Philippe Simo qui fait ça, qui invite de plus en plus. Et ils acceptent de plus en plus, mais tant mieux. Mais ce n'est pas évident. Ouais, c'est bien ça. Tu vois, moi je pense que les Africains doivent partager leur expérience, doivent partager comment ils sont devenus riches. Et les Africains souvent ne le partagent pas parce qu'ils se disent qu'ils vont se créer des concurrents. Moi je le sais parce que souvent quand tu parles avec des entrepreneurs, je connais des entrepreneurs en Afrique brillants, mais tu leur dis mais pourquoi tu ne parles pas de ton business? Même beaucoup de gens aussi me disent parfois, même Alain, si ça marchait vraiment, tu allais le cacher. Pourquoi tu allais me faire une vidéo sur YouTube pour en parler? C'est pas vrai. Si ça marchait vraiment, ça marche et tu en parles. Pourquoi tu te crées des concurrents? Alors je dis mais attends. Pas vraiment. Regarde tous les gars chez les Européens. Et c'est justement pour ça que je pense pour moi, qui a été l'un des échecs de la civilisation de nos parents, ou en tout cas de nos prédécesseurs, c'est d'avoir gardé toute la culture africaine en majorité orale. Ouais. Ça n'a pas été écrit. Voilà, beaucoup de choses n'ont pas été écrites, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on essaie même de se défendre sur des choses, on n'a pas les preuves. Parce que parfois même la plupart des livres qui parlent d'Afrique, c'est les Blancs qui l'ont écrit. Ouais. La plupart de nos livres, c'est les Blancs qui l'ont écrit. On dit souvent que l'histoire est écrite par le vainqueur. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais, donc c'est aussi des cas à ne pas sous-estimer. Tu vois? C'est pour ça même que j'ai écrit le livre aussi. Ouais. Est-ce que dans le livre que tu as écrit, tu as raconté un peu ton parcours aussi? Rapidement, l'idée n'était pas de faire un livre autobiographique dans un premier temps. Peut-être de parler d'être focus vraiment sur l'e-commerce. Mais après, on va parler de l'autobiographie aussi. C'est un livre qui sortira. En gros, si c'est possible, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi est-ce que tu as parlé dans le livre à peu près? Oui, bon, le livre, c'est de parler de l'e-commerce, de la manière dont moi je fais l'e-commerce. Avec les marques. Avec les marques chinoises, le fait de faire des partenariats avec les marques chinoises, etc. C'est sur ça que moi je me suis
suis focalisé. Et ça te permet de faire la transition, tu vois, du dropshipping vers la création de marque facilement, sans vraiment te prendre la tête avec le packaging, avec tous les trucs que tu dois mettre en place en fait. Ok, et dans le livre, en gros, tu expliques tout ça. Et tu sais, ta façon de faire les marques, est-ce que c'est quelque chose, tu vois, dernièrement, tu l'avais expliqué dans le dernier podcast, etc. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde? Parce que moi, quand tu me l'expliques, je vois juste un problème. Si je ne trouve pas de marque déjà en Chine, qui a déjà les logos, etc., comment est-ce que je peux créer ma marque dessus? Parce que toi, aujourd'hui, tu as une marque, mais tu bosses avec une marque, en fait, qui est déjà existante en Chine, et tu as eu l'exclusivité de leur nom. Du coup, imagine le produit que moi je veux vendre, ils n'ont pas de marque. Comment je fais? Non, presque tous les produits ont une marque en Chine. Ça, c'est une chose. Comment les trouver? Il y a une plateforme AliExpress qu'on appelle AliExpress Premium qui répertorie toutes les marques chinoises. Mais aussi, et je te dis que ceux qui veulent et qui se mettent au boulot feront. J'ai rencontré des étudiants à moi qui m'ont contacté, qui m'ont dit allez, on a vu que tu es à Dubaï, on voulait te remercier parce que grâce à toi, on a réussi. Je ne savais même pas. Jamais m'avait contacté. Tu m'avais dit ça hier. Il s'est installé à Dubaï. Il s'est installé à Dubaï. Ils font des centaines de milliers d'euros de CA par mois, etc. Et hier, on a passé tout l'après-midi ensemble. Ces gars ont exécuté ma méthode à la perfection. C'est-à-dire que même moi, j'étais choqué. Ils m'ont dit, en fait, tout ce que j'ai dit, quand j'ai dit, vendez des sacs à dos, vendez des chaussures, ils ont fait la même chose. À l'époque, j'avais dit, ils ont dit, allez, surtout en 2021, tout ce que tu disais, on l'a fait. Quand je dis mettez-vous dans le textile, parce que personne ne fait le textile, parce que les gens ont peur des tailles. Si vous allez dans le textile, vous maîtrisez les tailles, vous allez réussir. Ils ont fait le textile. En vrai, le textile, j'en sais quelque chose parce que j'ai fait lancer à ma copine une marque de gaines amincissantes qu'on achète depuis la Chine. Il y a des problèmes de taille, etc. Mais ça marche super bien. Aux Émirats Arabes Unis avec du cash on delivery. Et c'est une marque. Mais on n'a pas fait comme toi. On a demandé au fournisseur de mettre le logo dessus. Oui, vous pouvez faire ça. Mais ça marche très très bien, ça, par exemple. Exactement. Tu vois. Donc c'est quelque chose qui est important, tu vois, c'est quelque chose qui est important quand même à souligner, c'est que ceux qui écoutent et qui appliquent ne verront pas les problèmes, etc. Parce qu'il y a toujours une solution à tous ces problèmes-là. À tous ces problèmes, ok. Tu as raison. Que la plupart des gens, en fait, vont rester focus sur les problèmes et ne vont pas aller au-delà de ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est tout, hein. C'est vrai. Tu sais, de toute façon, c'est ça. Hein. Quand on veut, on peut, tu vois. Quand on veut, on peut. Les gens qui cherchent des excuses, de base, ils ne sont pas là pour trouver des solutions. Tu vois, donc celui qui veut vraiment, il trouve des solutions, il ne trouve pas des excuses, tu vois. En gros, prochain sujet, frérot. Là, on a vu la Chine, on a vu les formations, on a vu l'e-commerce, les marques, la question de marque. L'un des sujets aussi que je voulais qu'on aborde, c'est la question du mindset. Et je t'ai présenté Sam Ovens la dernière fois. Et ceux qui ne le connaissent pas, sincèrement les gars, allez voir Sam Ovens. Et surtout, regardez ces vidéos d'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Parce que ces nouvelles vidéos, bon, il parle d'autres choses, il n'est plus trop de school, etc. Et voilà, il parle de SaaS, etc. Allez voir ces anciennes vidéos, les amis, et vous allez être choqués. Et qu'est-ce que toi tu penses de Sam Ovens? Alors, tu sais quoi, frérot? À partir du jour où tu m'as présenté Sam Ovens, j'ai plus jamais lâché ce mec-là. Regarde. Tu sais, tu te souviens qu'on avait fait l'appel là, il y a plusieurs mois de cela, et que tu m'as présenté Sam Ovens. Une semaine après, j'ai fait que regarder ces vidéos. Et même là, avant de venir au podcast là, qu'on est en train de tourner là, j'étais en train d'écouter la nouvelle vidéo que tu m'as présentée là, l'alchimie Alchemy of Self. L'alchimie de soi. Et du coup, Sam Ovens, c'est quelqu'un qui a vraiment changé mon mindset. Et pourtant, j'étais quelqu'un qui disait en fait que j'avais un bon mindset avant. Mais cette personne-là a apporté quelques précisions, quelques clartés. Et comme tu disais tout à l'heure, vraiment pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Sam Ovens, il faut que vous le connaissiez parce que cette personne-là, il change vraiment votre vision du business. Et moi, principalement, ce que j'ai appris avec cette personne-là, c'est cet aspect d'avoir un track record, par exemple, de tout ce qu'on fait, de noter à quelle heure tu te réveilles, à quelle heure tu vas dormir, qu'est-ce que tu manges, avoir en fait un suivi quotidien de ce que tu fais et à la fin de la journée, donner une note. Est-ce que c'est une journée réussie ou est-ce que c'est une journée échouée? Et pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, si tu ne suis même pas tes habitudes, si tu ne suis pas ce que tu fais au quotidien, tu ne sais même pas si tu es en train de perdre ou si tu es en train de gagner. Exactement. Tu vois, parce que celui qui ne fait pas d'évaluation à la fin de l'année, en fait, il ne connaît pas sa note en fait. Il sait, le mec, il est désordonné dans sa vie, tu vois, il est déboussolé, il ne sait pas où il va. Du coup, avec Sam Ovens, tu sais exactement si tu es en train de gagner ou si tu es en train de perdre dans ta vie.
Et pas que ça, il a aussi mis le point sur plusieurs aspects, par exemple sur le self-sabotage. Exactement, le sabotage, s'auto-saboter. L'auto-sabotage. Et ça, c'est un sujet en fait que personne n'arrive à vraiment le décrire sur YouTube parce que c'est un sujet où c'est compliqué de mettre les mots sur le problème en fait, alors que c'est un problème réel. En gros, c'est quoi l'auto-sabotage? L'auto-sabotage, en fait, c'est le mec qui, au fond de lui, consciemment, il veut réussir, mais inconsciemment, il y a des choses qui le poussent à ne pas réussir. Exactement. Pour donner un exemple, par exemple, c'est le mec en fait que tu vas lui parler, il a créé plein de boutiques e-commerce dans sa vie, mais le problème c'est, même avant de démarrer la boutique, avant de commencer la création de la boutique, le mec, il est inconsciemment, il sait déjà que ça ne va pas marcher. Alors qu'il dit à tout le monde qu'il veut faire une boutique qui va marcher. Exactement. Je te dis, c'est compliqué de mettre les mots sur ce problème-là. En gros, le mec, il fait les choses consciemment pour que ça marche, mais inconsciemment, il est fait pour que ça ne marche pas. Exactement. Et ça, c'est l'auto-sabotage. Et ça, Vince, en fait, il a donné des solutions contre ce problème-là. Et ce problème-là, en fait, pour le résoudre, il faut diriger son inconscient vers la réussite en fixant des objectifs clairs, en faisant de l'affirmation. Tu vois, c'est des choses qui aident. Et surtout, ce qu'il a dit et qui est important, c'est de créer un manifeste. Okay. C'est ça. C'est-à-dire que pour moi, la solution même au self-sabotage, le fait de s'auto-saboter, c'est le manifeste. C'est le fait de d'écrire qui tu veux devenir, mais dans tous les moindres détails. Et c'est ça l'alchimie de soi. Avoir un vision board qui est vraiment clair. Qui est clair. Tu vas remarquer, même te dit de décrire comment tu vas t'habiller. Exactement. Qu'est-ce que tu manges? C'est quoi ta coupe de cheveux? C'est qui ta femme? Il te dit pas mal de choses. Donc c'est un document parfois qui fait 10 pages, 15 pages. Et il te dit que tu dois le lire 2 fois par jour, tous les jours. Que tu dois l'enregistrer au format audio et que tu dois l'écouter. Quand tu vas t'endormir. Quand tu vas t'endormir. Et il a dit que ça permet de distordre la réalité. Il dit ça, c'est vraiment un cheat code. Parce que la plupart des gens, en fait, s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, ça je le dis souvent, c'est une question de mindset. Souvent, c'est tellement bateau ce mot, je ne sais pas dans quelle langue je vais le dire. En gros, les gens qui réussissent, il n'y a que les pauvres qui n'accordent pas de l'importance au mindset. Chaque personne riche que j'ai rencontrée, ils accordent de l'importance à ce truc-là. Et moi, je le dis souvent, les gens riches et les gens pauvres, la différence entre eux, c'est vraiment pas les stratégies, c'est l'état d'esprit. Et moi, je ne connais pas un seul millionnaire qui n'avait pas une vision board avant de le devenir. Exactement. Le vision board, c'est ce qui conditionne ton inconscient. C'est ce qui, en fait, va t'empêcher d'auto-saboter. Si tu connais exactement où est-ce que tu vas et que tu as un vision board, tu as un manifeste, en fait, ça permet à ton inconscient de vouloir réussir. Parce que le problème je l'ai dit, le pauvre, entre guillemets, c'est qu'il veut réussir, mais inconsciemment, il n'est pas outillé pour réussir. Il n'est pas outillé. Et comment est-ce qu'on outille son inconscient pour réussir? C'est en ayant un vision board, c'est en sachant exactement qui est-ce qu'on veut devenir, en sachant exactement où on va. Parce que le fait de ne pas, aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui nous regarde, et que tu n'as pas de vision board, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de gouvernail, tu n'as pas de boussole dans ta vie, tu ne sais pas où tu vas. Et dis-toi que ce que tu veux consciemment, ça ne suffit pas. Parce que consciemment, demande à n'importe qui, prends n'importe qui, demande-lui qu'est-ce que tu veux. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut gagner de l'argent, mais combien de personnes ont un vision board? Combien de personnes ont un manifeste? Là, je sors mon téléphone tout de suite, il est où? Il doit être il est avec Ayoub. Je peux te montrer mon vision board. Je peux te montrer mon manifeste. Exactement qui je vais être dans 5 ans, qui je vais être dans 3 ans. Et c'est quelque chose qui est vraiment... Alors là, je l'ai toujours à portée de mes frérots. C'est une application. Là, qu'est-ce que j'ai là? Notion. Notion, ouais, exactement. Je clique sur Notion. Qu'est-ce que j'ai ici? Les fondamentaux. Les fondamentaux. Je clique sur les fondamentaux. Il y a mon manifeste qui est là. Et le vision board. Il y a le vision board, il y a tout. Et je l'ai mis sur l'accueil en fait. C'est-à-dire que regarde, il y a tout qui est là. Et ça, je le regarde plusieurs fois par semaine. Et c'est sur l'accueil de mon téléphone. Et c'est pas pour rien. Parce que ça permet en fait de savoir à chaque fois où est-ce que tu vas dans ta vie. Et de ne pas te perdre. Et les gens qui n'ont pas ça, en fait, ils ne savent pas où ils vont. Et quand tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas aller à destination. Mais c'est ça que Sam Aubin dit. Si tu ne sais pas où tu vas à l'aéroport, et tu ne sais pas là où tu veux aller. Exactement. Tu vas atterrir dans le trou du cul du monde. C'est exactement ça. Alors que tu ne veux pas aller là-bas, tu vas atterrir n'importe où. Il y a aussi un mec qui dit, si tu ne dis pas à la vie ce que tu veux, la vie prendra les décisions à ta place et souvent, ce n'est pas dans ton intérêt. Exactement. Tu vois, ceux qui traversent la vie avec une volonté consciente de exactement où ils vont, c'est finalement ces gens-là qui arrivent à destination. Parce que le mec... En fait, il y a des gens, en fait, ils se font bouger par le vent. Si le vent les mène à gauche, bah, ils vont à gauche. Si le vent les mène à droite, ils vont à droite. Non, toi, tu ne dois pas être ce mec-là. Toi, tu dois être le mec, tu sais où tu vas. Voilà là où je vais aller. Voilà ce que je vais obtenir. Et bien, dis-toi, il y a un truc tout con.
c'est les gens qui savent où ils vont, c'est les gens qui savent ce qu'ils veulent qu'ils l'obtiennent. Exactement. C'est la première étape. Et aussi, l'une des choses, c'est que souvent, tu as rencontré des gens qui n'ont pas besoin de tout ça, mais qui vont réussir. Ah ouais? Qui n'ont pas besoin de tout ça, mais qui n'ont pas fait tout ça. Qui n'ont pas fait tout ça, en fait. Qui vont réussir parce que, quelque part, c'est inné en eux, c'est automatique. Moi, j'ai des amis qui, quand ils décident de faire quelque chose, ils veulent le faire, quoi. C'est comme ça. Et du coup, il est déjà préparé, c'est tellement dû à son éducation et tout, tu vois. Je connais un gars, même en Estonie, qui n'a jamais fait de méditation, qui n'a jamais écrit ce qu'il voulait, mais il avait une compétence à haut revenu et il a développé une entreprise à 150K par mois, tu vois. Alors que c'est des choses, le mindset, c'est des choses qui ne lui parlent pas, tu vois. Ça, c'est possible aussi de tomber sur des gens, mais c'est très rare. La plupart des gens normaux, tu vois, ont besoin de cette structure pour faire rappeler tout le temps à l'inconscient, d'accord, qui ils veulent devenir. Sinon, comme l'a dit aussi Sam Ovens, c'est qu'il y a la dualité, tu vois, en nous. Celui que tu veux devenir, celui que tu veux devenir et celui que tu es aujourd'hui. Et les deux sont constamment en guerre. Moi, c'est ce que j'oppose, en fait. J'oppose le conscient à l'inconscient. Tout à l'heure, je disais, tu demandes à n'importe qui qu'est-ce qu'il veut. Ils vont te dire la réussite, l'argent. Mais la plupart des gens n'y arrivent pas. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le conscient et l'inconscient sont opposés. C'est ça que je dis en fait. Le conscient, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis vouloir. Exactement. L'inconscient, c'est ce que tu veux vraiment. Ou alors, pas ce que tu veux vraiment, c'est ce que tu t'es préparé à obtenir. Tu vois? Et dis-toi que les gens qui n'ont pas de vision board, ils sont préparés en fait à l'échec. Il y a un mec qui dit en fait que si tu ne prépares pas ton succès, tu prépares automatiquement ton échec. Exactement. Faut pas croire que dans la vie, si tu ne sais pas où tu vas atterrir sur la réussite par hasard. L'option par défaut, c'est l'échec. J'ai envie de dire, l'option par défaut, c'est-à-dire si tu n'as pas de vision board, tu vas échouer, c'est par défaut en fait. Tu vois, c'est comme si le mec il dit ouais, je fais du surplace. Dans la vie, on ne fait pas du surplace. Dans la vie, soit tu avances, soit tu régresses. Il n'y a pas de surplace. Si tu n'as pas de vision board, il ne faut pas croire que tu vas échouer en fait. Tu vois, donc l'option par défaut, c'est l'échec. Donc le fait d'avoir une vision board, c'est de préparer son succès et c'est quelque chose qui est, moi je pense que c'est obligatoire. En tout cas, je le dis à tout le monde que je connais. Non mais ça c'est clair et vraiment, je vous conseille les gars, allez regarder les vidéos d'il y a 5 ans, 4 ans de Sam Ovens. Il a fait une très belle vidéo qui s'appelle Faire face au diable, Face Off the Devil. Vous avez retrouvé sur YouTube, Faire face au diable. Après il a fait une deuxième vidéo qui s'appelle La discipline de moine. Le monk-like discipline. Tu sais que cette vidéo-là, je l'ai traduite en français, mais je ne l'ai pas sortie. Je pense que peut-être je vais le sortir. Voilà la vidéo, la discipline de moine. Donc allez regarder cette vidéo-là. Ça va vraiment vous permettre de mieux structurer ce que vous voulez et de travailler dans ce sens-là. Et surtout, après c'est en anglais Sam Ovens et c'est ça qui est un peu compliqué pour certaines personnes. Mais faites le nécessaire pour... il parle très lentement. Voilà, donc normalement, mais si tu ne maîtrises pas l'anglais, tu peux comprendre, Mais si tu ne maîtrises pas trop, tu n'as pas besoin d'avoir un bac+5 en anglais pour comprendre ce qu'il dit. Et je pense vraiment que c'est le point essentiel de la réussite de n'importe qui, c'est d'avoir l'état d'esprit pour ça, de se donner des objectifs, d'essayer de tout faire pour les atteindre et surtout d'être clair sur ce qu'on veut. Tu vois, et moi, cette année, par exemple, je suis en train de reprendre tout ça. Je suis en train de regarder encore les vidéos pour rétablir, parce que ma vision a un peu changé et tout. Il y a beaucoup de choses que j'ai laissées, il y a beaucoup de choses que j'ai revues, par exemple. Et Sam aussi le dit, il y a des fois où tu évolues et tu changes le manifeste. Ton manifeste, en fait. Donc, c'est quelque chose que tu dois réécrire même chaque année. Et là, ça fait depuis 2019 que je n'ai pas réécrit. Et cette année, je suis dans une grosse réécriture parce que ma vision a totalement changé. Tu vois, le Alain Semen vous dit, il y a 5 ans, ce n'est pas forcément la même personne. Il y a d'autres types d'expériences. Et là, je suis en train de totalement changer cette vision-là pour avoir une nouvelle vision maintenant, d'accord, et avec de nouveaux objectifs beaucoup plus audacieux aussi. Tu as raison. Je pense qu'on va finir sur ces paroles. Et vraiment, les gars, ça fait plaisir. Je pense aussi que l'une des raisons pour lesquelles les gens aiment beaucoup aussi Dubaï, c'est le fait d'avoir des entrepreneurs de qualité aussi aux alentours, de pouvoir tomber sur des bonnes personnes, de pouvoir être en communication ou en tout cas échanger avec ces gars-là parce que ça permet d'avoir des insights, ça permet d'avoir les bons contacts parce que qu'on a compris aussi quand tu as rencontré Antoine Blanco et quand je l'ai rencontré aussi après que la force de leur réseau ou la force de ce qu'ils font, ça compte beaucoup. C'est aussi parce qu'ils ont des bons contacts. Franchement, c'est une grosse partie. C'est une grosse partie de la réussite. Le réseau. Il n'y a pas meilleur endroit pour faire un bon réseau d'entrepreneurs que Dubaï. Tu vois. Donc, en vrai, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'aime aussi Dubaï. Tu vois. Tu peux toujours rencontrer des gens qui font beaucoup d'argent. Et il suffit d'une information
pour vraiment changer complètement ton business. Exactement. Un contact qu'on te passe, une info qu'on te donne qui te donne plus confiance et ça joue beaucoup, tu vois. Exactement. Ça joue beaucoup, tu vois. Donc c'est sur ça qu'on va terminer. En tout cas, merci beaucoup les amis. Et suivez les autres vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont apparaître sur les chaînes, sur ta chaîne aussi, sur la mienne. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de mettre en place aussi par rapport à ça. Parce qu'on a appris pas mal de choses ici à Dubaï. Exactement. En tout cas, merci beaucoup James. Ok les amis, du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye. C'était James, allez, ciao.